Maman m'a tendu un verre avec un sourire étrange, alors je l'ai changé quand elle ne regardait pas. Le jus d'orange captait la lumière du soleil alors qu'elle me le tendait, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Tu as si bien réussi », dit ma mère, étudiant mon visage avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Quelque chose d'ancien s'agita dans ma mémoire, une fièvre d'enfance, ce même regard qui veillait sur moi, une cuillère de médicaments qui avait un goût étrange. On dit toujours, faites confiance à vos instincts. Alors, quand elle s'est tournée pour saluer ma sœur, j'ai échangé nos verres avec la précision silencieuse de quelqu'un qui avait toujours su que ce jour viendrait. 30 minutes plus tard, quand elle a trébuché vers la salle de bain, pâle et désorientée, j'ai enfin compris la vérité, la femme qui m'a donné la vie planifiait ma mort depuis des années, et elle avait failli réussir une fois auparavant. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui, et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. L'appel est arrivé un mardi. La voix de maman, douce comme du sirop mais avec ce sous-entendu familier que j'avais passé des années en thérapie à essayer d'identifier. Chérie, nous devons absolument célébrer ton succès. Juste un petit brunch en famille, rien d'extravagant. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille un instant, fixant la lettre d'approbation du brevet sur mon bureau et l'innovation technologique qui venait de me rendre financièrement indépendante, quelque chose que j'avais délibérément gardé secret dans les cercles familiaux. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle savait. « Comment as-tu entendu parler du brevet ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix neutre. Une pause, juste un battement de cœur de trop. « Oh, Marne en a parlé. Tu sais comment elle se tient au courant des nouvelles de l'industrie. » Marne ? Ma demi-sœur, qui m'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux il y a 3 ans après notre dernier Thanksgiving explosif ? La sœur qui avait un jour murmuré « Maman m'a toujours préféré parce que je ne pose pas de questions. » Cette Marne-là suivait soudainement mes réussites professionnelles. « D'accord, ai-je dit. Quand pensais-tu à ça ? Ce week-end serait parfait. Tout le monde est disponible. Tout le monde. » Le mot flottait dans l'air comme une menace. Je n'étais pas rentré à la maison depuis 4 ans, pas depuis les funérailles de papa, pas depuis que maman m'avait agrippé le bras à la réception et avait sifflé « Il ne t'a jamais aimé comme il m'a aimé. » Souviens-toi de ça. Je vais vérifier mon calendrier, ai-je répondu. Après avoir raccroché, je suis resté assise, immobile, à regarder la pluie crépiter contre la fenêtre de mon appartement. Y retourner semblait mal, rester à l'écart semblait pire. 4 ans à construire une vie à 3000 miles de l'avenue Oakwood n'avait pas suffi. Le fil invisible tirait toujours. J'ai réservé le vol cette nuit-là. La maison semblait à la fois exactement la même et complètement différente. La maison coloniale blanche aux volets noirs se dressait toujours fièrement sur son terrain d'angle, entourée du jardin méticuleusement entretenu qui avait été la fierté et la joie de papa. Mais quelque chose clochait, comme voir un visage familier avec une nouvelle cicatrice. Maman, ou Céleste, comme elle préférait se faire appeler depuis ses 60 ans, a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Ses cheveux blonds étaient fraîchement méchés, son sourire botoxé jusqu'à une symétrie parfaite. La voilà. Notre petit génie. Elle m'a entraîné dans une étreinte qui sentait le parfum cher et quelque chose de médicinal en dessous. Entre, tout le monde attend. Je l'ai suivi à travers le hall d'entrée, remarquant que les photos de famille avaient été réarrangées. Plus de Marne et de son mari, Royce, moins de papa, aucune de moi après l'âge de 16 ans. Nous avons gardé ta chambre exactement comme tu l'as laissée, a dit maman en me conduisant à l'étage. Puis elle s'est arrêtée brusquement à la porte de mon ancienne chambre. Un nouveau verrou brillant luisait à l'extérieur. Oh, sauf que nous l'utilisons comme débarras maintenant. Tu dormiras dans la chambre d'amis. Elle n'a pas proposé de l'ouvrir. La chambre d'amis était impersonnelle et impeccable, une chambre d'hôtel dans la maison de mon enfance. J'ai posé ma valise sur le lit et j'ai regardé par la fenêtre le jardin arrière. Le jardin de papa avait été remplacé par une piscine. Quand est-ce que c'est arrivé, ai-je demandé en désignant l'extérieur. Oh, peu de temps après, eh bien, après tout. Un nouveau départ. Elle a souri crispement. Rafraîchis-toi et descends. Le brunch est presque prêt. Alors qu'elle fermait la porte, j'ai remarqué un léger tremblement dans sa main droite, le même tremblement que papa avait développé dans les mois précédant son insuffisance cardiaque. La salle à manger était dressée avec la belle vaisselle, celle réservée pour Noël et les funérailles. Marne était assise à table, faisant défiler son téléphone. À 32 ans, 2 ans de moins que moi, elle en était venue à ressembler davantage à maman,
tout en anglais en mèche. Elle a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Salut », a-t-elle dit d'un ton plat. « Bonjour, Marne. » Royce se tenait près de la fenêtre, sirotant un whisky bien qu'il soit à peine 11 heures du matin. Il avait vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu, plus de gris à ses tempes, des rides plus profondes autour de sa bouche. Quand nos regards se sont croisés, son expression est passée de l'ennui à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait lire, de la lassitude, peut-être, ou de la culpabilité. « Rachel. Content de te voir. » Il n'a pas bougé pour me prendre dans ses bras. « Toi aussi, Royce. » Maman est entrée précipitamment de la cuisine, portant un plateau de pâtisserie. « Mangeons sur la terrasse. Il fait si beau aujourd'hui. » Les meubles de la terrasse étaient neufs aussi, élégants et modernes, rien à voir avec l'ensemble en bois patiné que papa avait construit. Nous nous sommes assis dans un silence gêné pendant que maman disparaissait de nouveau dans la cuisine. Alors, Marne a finalement levé les yeux. « Grande détentrice de brevets maintenant, hein ? » « C'est juste un protocole de sécurité logicielle, ai-je dit, en le minimisant délibérément. « Juste un protocole de sécurité de plusieurs millions de dollars, a-t-elle corrigé, avec une pointe d'agressivité familière dans la voix. Toujours la première de la classe. Avant que je puisse répondre, maman est revenue avec un pichet de jus d'orange. Fraîchement pressé. Une recette spéciale. Elle a versé 4 verres mais m'a tendu le mien séparément. À ton succès, ma chérie. Je me suis figé. En 28 ans, ma mère ne m'avait jamais appelé ma chérie. C'était toujours Rachel, ou jeune fille, quand j'avais des ennuis. J'ai étudié son visage alors qu'elle levait son verre, le sourire n'atteignant pas ses yeux. Au succès, tout le monde a fait écho. J'ai porté le verre à mes lèvres mais n'ai pas bu. Quelque chose de primal, un instinct profondément enfoui, s'est agité dans ma poitrine. J'ai fait semblant de prendre une gorgée, puis j'ai reposé le verre. Avant de trinquer, j'ai besoin de savoir quelque chose, ai-je dit. La vraie raison de ce rassemblement. Le sourire de maman a vacillé. Que veux-tu dire? La succession de papa, a coupé Royce, surprenant tout le monde. Nous devons discuter du codicille. La tension à table se cristallisa. Maman lança à Royce un regard à glacer le sang. Codicille, ai-je répété. Marne a soupiré de façon dramatique. L'addendum au testament de papa. Il ne s'active que si tu acceptes l'offre. Quelle offre? Nous y venions, a dit maman d'un ton sec. Bois ton jus d'abord. Il se réchauffe. J'ai jeté un coup d'œil à mon verre intact, puis à son expression avide. Un souvenir d'enfance a refait surface, maman insistant pour que je boive un thé spécial quand j'avais 14 ans. J'avais été malade pendant 3 jours après. En fait, j'ai besoin d'aller aux toilettes d'abord, ai-je dit en me levant brusquement. En passant derrière la chaise de maman, j'ai fait semblant d'éternuer bruyamment. Dans la distraction momentanée, j'ai échangé nos verres. Le mouvement fut rapide, instinctif, comme si mes mains se souvenaient de quelque chose que mon esprit avait tenté d'oublier. Quand je suis revenu, maman regardait sa montre avec impatience. Enfin. Maintenant, trinquons comme il se doit. Nous avons de nouveau levé nos verres. Cette fois, je les regardais boire dans ce qui avait été mon verre. J'ai fait semblant de siroter dans le sien. La conversation s'est tournée vers des sujets sur les commérages du quartier, le nouveau travail de Marne à l'administration de l'hôpital, le temps qu'il faisait. 30 minutes plus tard, maman a pressé une main sur sa tempe. « Excusez-moi », a-t-elle murmuré en se levant d'un pas mal assuré. « Juste besoin d'un moment. » Alors qu'elle disparaissait à l'intérieur, Royce et Marne ont échangé un regard. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Rien », a dit Marne trop rapidement. Maman a des migraines ces derniers temps. J'ai quitté la table et j'ai suivi le chemin de maman jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée. La porte était fermée, mais je pouvais entendre des haut-le-cœur de l'autre côté. Au lieu de frapper, je me suis glissé dans le cabinet de toilette adjacent et j'ai ouvert l'armoire à pharmacie. Les flacons de médicaments sur ordonnance étaient cachés derrière les serviettes, métoprolol, digoxine, furosémide et des médicaments pour le cœur. Un flacon a attiré mon attention, une ordonnance de Xanax. Le nom du patient sur l'étiquette était Rachel Woodward. Mon nom. Je n'ai jamais reçu cette ordonnance, jamais autorisé cela. J'ai entendu la chasse d'eau dans l'autre salle de bain. Rapidement, j'ai pris des photos de tous les flacons, puis j'ai refermé l'armoire.
De retour dans le couloir, maman est sortie, l'air pâle. Juste un petit vertige, dit-elle faiblement. Rien d'inquiétant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La chambre verrouillée, les médicaments, le verre échangé, tout tourbillonnait dans mon esprit. Vers minuit, j'ai entendu des voix venant du grenier, juste au-dessus de la chambre d'amis. Je me suis glissé jusqu'à la bouche d'aération près du plafond et j'ai écouté. On aurait dû lui dire, siffla la voix de Marne. Céleste est allée trop loin aujourd'hui. Et dire quoi, exactement, a répondu Royce. Et, ta mère essaie peut-être de te tuer comme elle l'a fait avec ton père? Tu penses qu'elle croirait ça? Mon sang se glaça. Elle est plus intelligente que tu ne le penses, a dit Marne. Elle n'a pas bu le jus. Une pause. Tu as remarqué ça, toi aussi? Bien sûr que oui. Et maman aussi. Je me suis éloigné de la bouche d'aération, le cœur battant à tout rompre. Avant le lever du soleil, j'ai placé un petit appareil d'enregistrement dans le couloir, caché derrière une applique décorative. Quel que soit le jeu auquel il jouait, j'avais besoin de preuves. Quelque chose me disait que je n'avais pas beaucoup de temps. Le lendemain matin, alors que tout le monde dormait encore, je me suis faufilé jusqu'au grenier. Les escaliers en bois craquaient sous mon poids, chaque son une détonation dans la maison silencieuse. Le grenier était encombré de meubles et de boîtes, les archives physiques des secrets d'une famille. Dans le coin le plus éloigné, derrière une vieille commode, j'ai trouvé ce que je cherchais, la vieille malle de voyage de papa. La serrure était fragile, facilement crochetée avec une épingle à cheveux de ma poche. À l'intérieur, sous des couches de vieux chandails et de souvenirs d'université, se trouvait une pile de journaux reliés en cuir. J'ai attrapé le plus récent, daté de l'année précédant sa mort. Mes mains tremblaient en feuilletant les pages. 18 avril, Céleste a encore ajouté quelque chose à mon café ce matin. Le goût métallique est maintenant indubitable. Mes mains n'arrêtent pas de trembler. Le docteur Pearson dit que c'est le stress, mais il est son ami depuis 20 ans. Me dirait-il même la vérité? 30 mai, les symptômes s'aggravent. Palpitations, confusion, nausées. Je vois en secret le docteur Kaplan en ville. Les analyses de sang montrent des niveaux élevés de digoxine. On ne m'a jamais prescrit de digoxine. 15 juin, j'ai changé mon testament aujourd'hui. Rachel doit être protégée. C'est pour elle que je crains le plus. Céleste a toujours été jalouse de notre lien. La dernière entrée était datée de 3 jours avant sa mort, s'il m'arrive quelque chose, la vérité est dans le jardin, sous les rosiers blancs. Rachel saura où chercher. J'ai refermé le journal, la bile me montant à la gorge. Toutes ces années, j'avais cru à l'histoire officielle, un arrêt cardiaque soudain, une faiblesse génétique, inévitable. Maintenant, la vérité déferlait sur moi comme une vague. Mon père avait été assassiné, et je pourrais être la prochaine. Une planche de plancher a craqué derrière moi. Je me suis retourné, serrant le journal contre ma poitrine. Royce se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Trouver ce que tu cherchais. Depuis combien de temps sais-tu, ai-je demandé, sans prendre la peine de cacher le journal. Il a soupiré, entrant dans le grenier et fermant la porte derrière lui. Je m'en doutais depuis des années. Je le sais avec certitude depuis que j'ai trouvé les résultats des analyses de sang cachées de ton père après sa mort. Et tu n'as rien fait? Qu'est-ce que je pouvais faire? L'autopsie a été bâclée, la crémation a été immédiate, et soudain Céleste avait la procuration sur tout. Il a passé une main dans ses cheveux grisonnants. J'ai essayé de le dire à Marne, mais elle ne voulait pas me croire. Pas au début. Et maintenant? Maintenant, elle est terrifiée. De ta mère. De ce qui va se passer. D'être impliquée. J'ai fourré le journal dans mon chandail. Pourquoi maman fait-elle ça maintenant, après toutes ces années? Le codicille, a dit Royce. Il s'active à son 65e anniversaire, le mois prochain. Si tu es en vie quand elle aura 65 ans, le contrôle de la succession te revient. La totalité. De combien parle-t-on? Avec les propriétés, les investissements et les paiements d'assurance, environ 30 millions. Le montant m'a stupéfié. Papa avait réussi, mais je n'en avais aucune idée. Il y a plus, a ajouté Royce. Ta mère a simulé un diagnostic en phase terminale il y a 7 ans. Elle l'a utilisé pour solliciter des dons des associés de ton père pour un traitement expérimental. C'est de la fraude.
Ce n'est que le début. Il a jeté un regard nerveux vers la porte. Nous devrions descendre. Elle va bientôt se lever. La table du petit déjeuner ce matin-là était un chef-d'œuvre de tromperie. Maman, apparemment remise de la migraine d'hier, s'affairait dans la cuisine à faire des crêpes comme si de rien n'était. « As-tu bien dormi, Rachel ?» a-t-elle demandé, plaçant une tasse fumante devant moi. « Je t'ai fait une tisane. Mon mélange spécial. » J'ai souri crispement. Je suis plutôt du genre café ces jours-ci. Ses yeux se sont légèrement plissés. « Depuis quand ? » Les gens changent, maman. Elle m'a observé tout au long du petit déjeuner, son regard calculateur. Je me sentais comme un spécimen sous un microscope ou, peut-être plus précisément, comme une proie évaluée par un prédateur. Après le petit déjeuner, je me suis excusé pour passer un appel téléphonique dans l'intimité du jardin, ce qui était autrefois le sanctuaire de papa. J'ai contacté son ancienne thérapeute, le docteur Lambert. « Rachel Woodward », ai-je dit quand elle a répondu. « La fille de Lewis Woodward. » Une pause. Je me demandais si vous appelleriez un jour. J'ai besoin de savoir ce que mon père vous a dit à propos de ma mère. La thérapeute a soupiré lourdement. Le secret professionnel. Il est mort, ai-je coupé. Et je pense qu'elle l'a tué. Et maintenant, elle s'en prend à moi. Une autre longue pause. Votre père craignait le plus pour vous, Rachel. Il a dit que s'il lui arrivait quelque chose, vous ne devriez jamais retourner dans cette maison. Trop tard pour cet avertissement. A-t-il déjà dit explicitement qu'elle l'empoisonnait? Il ne pouvait pas se résoudre à le dire franchement, mais il m'a apporté ses résultats de laboratoire. Les niveaux de digoxine étaient compatibles avec une exposition à long terme. Pas assez pour tuer rapidement, mais assez pour affaiblir son cœur au fil du temps. Merci, ai-je murmuré, mettant fin à l'appel. En me retournant pour rentrer, j'ai remarqué une parcelle de rosiers blancs dans le coin de la cour, la seule partie du jardin de papa qui était restée intacte. La vérité est dans le jardin, sous les rosiers blancs. Il faudrait que je trouve un moyen de creuser là sans être vu. Ce soir-là, Marne m'a trouvé seul dans la bibliothèque. Elle a fermé doucement la porte derrière elle. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai posé le livre que je faisais semblant de lire. À propos de la façon dont notre mère a assassiné notre père? Ou de la façon dont elle essaie de me faire la même chose? Marne a tressailli. Je ne voulais pas le croire. Même quand Royce m'a montré les journaux de papa. Même quand les symptômes correspondaient exactement. Quand l'as-tu compris? Elle s'est affalée dans un fauteuil en face de moi, paraissant soudain beaucoup plus jeune, plus vulnérable. L'année dernière. J'ai trouvé un flacon dans sa salle de bain, sans étiquette. Je l'ai fait analyser à l'hôpital. Digoxine, concentrée. La même substance qui aurait causé les symptômes de papa. Pourquoi n'es-tu pas allé à la police? Avec quelle preuve? Le flacon a disparu le lendemain. Et puis, sa voix s'est brisée, elle a commencé à être si gentille avec moi. Me mettant dans le testament, me disant que j'étais la véritable héritière. Tu as toujours été la véritable héritière, Rachel. Elle détestait que papa t'aime le plus. Il ne s'agit pas d'amour, Marne. Il s'agit d'argent. Il s'agit des deux, a-t-elle insisté. Tu as toujours été sa préférée. L'intelligente. Celle qui lui ressemblait. Je n'étais que la fille de remplacement. J'ai secoué la tête. Papa nous aimait toutes les deux. Peut-être, mais c'est toi qui avais 80% dans son testament original. C'était nouveau pour moi. Quel testament original? Les yeux de Marne se sont écarquillés. Tu n'es pas au courant du premier testament? Celui qu'il a fait avant de mourir? Maman l'a fait invalider d'une manière ou d'une autre, prétendant qu'il n'était pas sain d'esprit. Le lendemain matin, pendant que maman était à son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, j'ai fouillé l'ancien bureau de papa. La pièce avait été transformée en salle de sport, mais les étagères encastrées étaient restées. Derrière une rangée d'haltères inutilisés, j'ai trouvé un panneau caché. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en manille contenant une ébauche du testament original de papa, daté de 2 semaines avant sa mort. Comme Marne l'avait dit, il me laissait la majeure partie de la succession, mais avec une condition cruciale, je n'hériterais que si j'étais en vie après le 65e anniversaire de Céleste. Papa avait su. Il avait essayé de me protéger d'outre-tombe.
Dans l'enveloppe se trouvait aussi une clé USB. Je l'ai glissée dans ma poche juste au moment où la porte d'entrée s'est ouverte en bas. « Bonjour » a appelé une voix masculine. Pas Royce. Je suis descendu prudemment les escaliers pour trouver un homme grand, aux cheveux gris, dans un costume cher, debout dans le hall d'entrée. « Rachel Woodward » a-t-il demandé en tendant la main. « Elliot Brennan. J'étais l'avocat de votre père. » « Pas l'avocat de la famille » ai-je précisé, me souvenant du nom dans les journaux de papa. « Non. Le conseiller personnel de votre père. » « Votre mère est-elle à la maison ?» Elle est sortie. Le soulagement a traversé son visage. « Bien. J'essaie de vous joindre depuis des années. Votre père a laissé quelque chose pour vous. Il m'a tendu une enveloppe scellée. Il m'a fait promettre de la remettre personnellement si vous reveniez un jour dans cette maison. J'ai accepté l'enveloppe avec des mains tremblantes. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? J'ai observé, attendant le bon moment. Votre mère a été vigilante. Il a jeté un regard nerveux à sa montre. Je devrais y aller avant qu'elle ne revienne. Mais, Rachel, soyez prudente. Très prudente. Après son départ, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec l'écriture de mon père. Rachel, si tu lis ceci, je suis parti, et tu es rentrée à la maison malgré mes avertissements. Tu as toujours été trop courageuse pour ton propre bien. Céleste n'est pas celle que tu crois. La femme que j'ai épousée a disparu il y a des années, remplacée par quelqu'un consumé par la cupidité et le ressentiment. J'ai tout documenté mais je n'ai pas pu le rendre public. Elle a menacé de te faire du mal si je le faisais. Ne fais confiance à personne sauf à Elliot. Vérifie le jardin. Sous les rosiers blancs se trouve la preuve finale. Je t'aime. Pardonne-moi de ne pas t'avoir mieux protégé. Papa. J'ai soigneusement replié la lettre, ma résolution se durcissant. Cette nuit-là, je vérifierai les rosiers. On a frappé à ma porte après minuit. J'ai ouvert prudemment pour trouver Royce debout là, son expression sombre. Il faut qu'on parle, a-t-il chuchoté. Pas ici. Je l'ai suivi jusqu'au garage, où il a immédiatement fermé la porte et vérifié la présence d'appareils cachés. J'observe Céleste depuis des années, a-t-il dit à voix basse. Rassemblant des preuves. J'avais trop peur pour agir seul, mais maintenant que tu es là. Pourquoi devrais-je te faire confiance, ai-je demandé. Parce que j'ai ça. Il a sorti une petite clé USB. Des images de caméras cachées du bureau de ton père la semaine avant sa mort. Céleste ajoutant quelque chose à ses médicaments pour le cœur. Je l'ai installé après qu'il se soit confié à moi. Et tu ne l'as pas sauvé? Ma voix s'est élevée malgré moi. J'ai trouvé les images après, en vérifiant le système de sécurité. À ce moment-là, il était trop tard. Une douleur sincère a traversé ses traits. J'aimais ton père. Il était la seule vraie famille que j'avais. J'ai étudié son visage, cherchant la tromperie, n'en trouvant aucune. J'ai hoché lentement la tête. Montre-moi. De retour dans ma chambre, nous avons visionné les images sur mon ordinateur portable. La voilà, ma mère, ouvrant soigneusement le pilulier de papa, ajoutant une fine poudre à chaque compartiment. Son visage était calme, méthodique, le visage de quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Je témoignerai, a dit Royce. Si tu vas à la police. Pas encore, ai-je décidé. D'abord, j'ai besoin de ce qui se trouve sous les rosiers. Plus tard cette nuit-là, j'ai vérifié l'appareil d'enregistrement que j'avais caché dans le couloir. Ce que j'ai entendu m'a glacé le sang, maman dans ma chambre pendant que j'étais sorti, fouillant dans ma valise, le son distinctif de pilules écrasées. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de m'empêcher d'hériter. Il s'agissait de m'éliminer complètement. J'avais un choix à faire, aller à la police maintenant avec ce que j'avais ou jouer le jeu un peu plus longtemps et découvrir toute la conspiration. J'ai choisi la seconde option. Parfois, pour attraper un prédateur, il faut devenir une proie. Le lendemain matin, je suis entré maladroitement dans la cuisine avec une maladresse calculée. Mes mouvements étaient lents, mon élocution légèrement pâteuse. Maman observait avec une satisfaction à peine dissimulée pendant que je tâtonnais avec la cafetière. « Tu ne te sens pas bien, ma chérie ?» a-t-elle demandé, la voix dégoulinante de fausse sollicitude. « Juste fatigué, ai-je marmonné. Étourdi.
Son sourire s'est élargi d'une fraction. Peut-être que tu devrais t'asseoir. Laisse-moi te chercher de l'eau. J'ai surpris l'expression horrifiée de Marne avant qu'elle ne la masque rapidement. Elle savait ce qui se passait mais n'a rien dit. Au cours des 2 jours suivants, j'ai continué la comédie, devenant progressivement plus faible, me plaignant de maux de tête et de nausées. Chaque symptôme que je mentionnais semblait plaire davantage à maman. Elle planait constamment, offrant de la nourriture et des boissons que je déclinais poliment ou que je faisais seulement semblant de consommer. Le 3e jour, elle a annoncé un dîner de famille formel. Pour célébrer dignement tes accomplissements, a-t-elle dit en me tapotant la main. Je prépare ton plat préféré, le bœuf Wellington. Tu n'as pas à te donner cette peine, ai-je protesté faiblement. Absolument pas. C'est le moins que je puisse faire pour ma fille qui a réussi. Ce soir-là, vêtu d'une robe de cocktail noire qui avait appartenu à ma mère dans sa jeunesse, un choix calculé, j'ai rejoint la famille à la table à manger. La scène était surréaliste, des bougies, de la belle vaisselle, des verres en cristal. Une célébration, ou un festin funéraire? Le bœuf Wellington est arrivé magnifiquement présenté. Maman m'a servi la première tranche personnellement. Mange, a-t-elle encouragé. Tu as besoin de force. J'ai pris de petites bouchées, déposant secrètement la plupart de la nourriture dans une serviette sur mes genoux. Quand personne ne regardait, je la mettrais dans un sac pour la faire analyser. Au milieu du dîner, la sonnette a retenti. Maman a froncé les sourcils. Nous n'attendions personne. Royce est allé répondre. Il est revenu avec Elliot Brennan, qui m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Elliot, a dit maman froidement. Quelle surprise inattendue. Pardonnez l'intrusion, Céleste, a-t-il répondu doucement. Je passais par là et je me suis souvenu que j'avais des papiers pour Rachel concernant son dépôt de brevet. Ça ne pouvait pas attendre les heures de bureau. Délais internationaux, a-t-il expliqué vaguement. Puis-je l'emprunter un instant? Dans le bureau, Elliot m'a tendu une clé USB. Mémos vocaux et surveillance des derniers jours de votre père, a-t-il chuchoté. Et autre chose que vous devriez savoir. Votre mère avait une liaison avec le docteur Pearson, le médecin de famille qui a signé le certificat de décès de votre père. Il a falsifié les dossiers médicaux. Il n'y a presque certainement jamais eu d'autopsie appropriée. J'ai empoché la clé. Merci, Elliot. Vous avez risqué beaucoup. Votre père m'a sauvé la vie une fois, littéralement. Crise cardiaque sur le terrain de golf. Je lui dois tout. Ses yeux se sont durcis. Quand allez-vous à la police? Bientôt. J'ai besoin d'une preuve de plus. Ce qui se trouve sous ces rosiers blancs. De retour au dîner, maman était visiblement agitée par l'apparition d'Elliot. Elle versait généreusement du vin, surtout dans mon verre. J'ai fait semblant de siroter tout en la regardant devenir de plus en plus frustrée. Plus tard cette nuit-là, j'ai envoyé l'échantillon de nourriture à un contact dans un laboratoire privé, un ami d'université qui me devait une faveur. Les résultats sont revenus en 24 heures, des traces de digoxine détectées, assez pour induire des symptômes cardiaques chez un adulte en bonne santé. Je porterai le micro, a dit Royce le lendemain après-midi. Nous étions dans le jardin, faisant semblant d'admirer la piscine tout en parlant à voix basse. Si je peux lui faire admettre ce qu'elle a fait à ton père, c'est la preuve accablante dont tu as besoin. C'est risqué, ai-je prévenu. Si elle se doute de quelque chose. Elle me fait confiance. Ou du moins, elle le pense. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai joué le gendre loyal pendant des années. Elle n'a aucune raison de douter de moi maintenant. Ce soir-là, Royce portait un petit appareil d'enregistrement sous sa chemise alors qu'il rejoignait maman pour leur cocktail habituel du soir sur la terrasse. J'écoutais depuis ma chambre, des écouteurs me permettant d'entendre la conversation en temps réel. Céleste, commença prudemment Royce. Je m'inquiète pour Rachel. Elle semble mal en point. Une pause, des glaçons cliquetant dans un verre. Oui, la pauvre. Ce doit être le stress de son grand projet. Est-ce que c'est ça? Juste du stress? Qu'est-ce que ce serait d'autre? Son ton s'est légèrement aiguisé. Je ne sais pas. Ça me rappelle Lewis, vers la fin. Une autre pause, plus longue cette fois. Ne sois pas ridicule. Lewis avait une maladie cardiaque. Une maladie qui est apparue assez soudainement, si je me souviens bien. Qu'est-ce que tu insinues exactement, Royce?
Rien. Juste, l'histoire a une façon de se répéter. En effet. Sa voix était devenue glaciale. Les gens font les mêmes erreurs. Font confiance aux mauvaises personnes. Parlent quand ils devraient se taire. La menace était indubitable. Peu de temps après, Royce a mis fin à la conversation et a quitté la terrasse. Lors de ma fouille de la maison le lendemain, j'ai découvert un dossier en manille caché dans le placard de maman. À l'intérieur se trouvaient des certificats de naissance et de décès pour une certaine Elizabeth Woodward, datés d'il y a 30 ans, un bébé qui n'avait vécu que 6 mois. Le nom de mon père était indiqué comme étant le père. J'avais une sœur aînée, une qui était morte mystérieusement en bas âge, une dont personne n'avait jamais parlé. Lorsque j'ai cherché dans les registres publics, je n'ai trouvé aucun certificat de décès officiel n'ayant jamais été déposé. Qu'est-il arrivé au bébé Elizabeth? Et pourquoi cela avait-il été gardé secret toutes ces années? Avant que je puisse creuser plus profondément, j'ai entendu maman m'appeler. J'ai rapidement replacé le dossier et je suis descendu. Elle se tenait dans la cuisine, tenant un verre de jus d'orange, le même jus que lors de mon premier matin à la maison. J'ai gardé ton verre, dit-elle calmement, de l'autre jour. Tu l'as à peine touché. Je me suis figé. Oh. Je l'ai fait analyser, tu sais. Elle a posé le verre sur le comptoir entre nous. Au laboratoire de Pearson. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Analyser pourquoi? Contaminant. Elle a souri froidement. Tu as échangé nos verres, Rachel. Je le sais. L'accusation flottait dans l'air entre nous. J'ai décidé de changer de tactique. Pourquoi essaies-tu de m'empoisonner, maman? Ses yeux se sont écarquillés d'une fraction, surprise non par l'accusation mais par ma franchise. C'est absurde, a-t-elle répondu, mais son déni manquait de conviction. Vraiment? Comme tu as empoisonné papa. Ton père est mort d'une insuffisance cardiaque. Après des mois où tu l'as lentement empoisonné avec de la digoxine. La même chose que tu essaies de me faire. Elle n'a pas nié. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui a tout confirmé. Si je te voulais morte, tu serais sous terre comme ton père. L'aveu était là. Je l'avais sur mon téléphone, qui enregistrait dans ma poche. Pourquoi, maman? À cause de l'argent? Du codicille? Son rire était cassant. Tu penses que c'est une question d'argent? C'est une question de ce qui m'appartient de droit. Ce que j'ai construit avec Lewis avant que tu n'arrives et ne deviennes tout son monde. Alors tu l'as tué. Ton mari. Je me suis libéré, a-t-elle corrigé. Et j'ai protégé ce qui est à moi. Lewis allait me laisser sans rien, tout te donner, à toi, sa précieuse fille. Elle a craché le mot comme une malédiction. Tout comme il l'a fait avec elle. Avec qui? Elisabeth? La couleur a quitté son visage. Où as-tu entendu ce nom? Ma sœur. Celle qui est morte bébé. Où est-ce le cas? La main de maman s'est resserrée sur son verre. Tu ne sais rien. Alors dis-moi ce qui est arrivé à Elisabeth. Au lieu de répondre, elle a pris le verre de jus d'orange, celui qu'elle prétendait que j'avais échangé, et l'a versé lentement dans l'évier. Nous avons terminé ici, a-t-elle dit d'un ton plat. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti de ma maison d'ici demain matin. Ta maison? Selon le codicille, elle sera à moi dans 3 semaines, quand tu auras 65 ans. Son sourire était assez froid pour glacer le sang. Nous verrons bien. J'ai quitté la cuisine, mon esprit tournant à toute vitesse. J'avais assez de preuves maintenant pour aller à la police, l'aveu enregistré, l'échantillon de nourriture empoisonnée, les journaux de papa, les images de surveillance. Mais quelque chose me retenait. Elisabeth. La sœur dont je n'avais jamais su l'existence. Que lui était-il arrivé? Et comment cela était-il lié à ce qui se passait maintenant? J'avais besoin de réponses avant de pouvoir aller voir les autorités. J'ai pris le dossier de preuves que j'avais compilé et je me suis rendu au poste de police local, avec l'intention de faire une copie et de la placer dans leurs archives sans porter plainte officiellement pour l'instant. À l'accueil, j'ai demandé à parler à un détective. La femme qui s'est approchée de moi avait des yeux intelligents et une attitude pragmatique. Détective Sienna Okafor, s'est-elle présentée. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin de documenter quelque chose, ai-je expliqué avec soin. Mais je ne suis pas encore prête à déposer un rapport officiel.
Elle m'a étudié un instant. Parlons en privé. Dans son bureau, je lui ai montré des copies des journaux de papa, les résultats de laboratoire, et j'ai joué un court extrait de l'aveu involontaire de maman. La détective Sienna a écouté sans interruption. C'est grave, a-t-elle dit finalement. Tentative de meurtre, peut-être même meurtre dans le cas de votre père. Pourquoi ne portez-vous pas plainte? Il y a plus dans cette histoire, quelque chose à propos d'une sœur dont je n'ai jamais su l'existence. J'ai besoin de comprendre l'ensemble du tableau d'abord. Elle a hoché lentement la tête. Je peux garder ces informations confidentielles pendant 72 heures. Après cela, je suis obligé d'enquêter. C'est tout ce dont j'ai besoin, ai-je promis. 3 jours pour trouver la vérité sous les rosiers blancs. Le trajet de retour à la maison ressemblait à une traversée des lignes ennemies. Les mots de la détective Sienna résonnaient dans ma tête, soyez prudente. Les gens qui empoisonnent les autres ne sont généralement pas rationnels. 3 jours pour découvrir les dernières pièces de ce puzzle familial tordu. 3 jours avant que la police n'enquête officiellement. D'abord, je devais confronter Marne. Elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. Je l'ai trouvée dans la véranda, faisant défiler sans réfléchir son téléphone, un verre de vin à moitié vide à son coude bien qu'il soit à peine midi. Il faut qu'on parle, ai-je dit, fermant la porte derrière moi. À propos d'Elisabeth. Le téléphone a retenti sur le sol. Où as-tu entendu ce nom? J'ai trouvé son certificat de naissance. Notre sœur. Celle que personne n'a pris la peine de mentionner. Le visage de Marne s'est décomposé. Elle a semblé soudain beaucoup plus jeune, vulnérable d'une manière que je n'avais pas vue depuis notre enfance. Je ne l'ai découvert moi-même que l'année dernière. Il y avait une boîte dans le grenier. De vieilles photos, des bracelets d'hôpital. Que lui est-il arrivé? D'après les papiers, elle est morte du syndrome de la mort subite du nourrisson. Mais... Elle a hésité, jetant un regard nerveux vers la porte. Mais quoi, Marne? Il n'y a pas de certificat de décès dans les registres publics. J'ai vérifié. Et le journal de papa mentionnait une première fille qui lui avait été enlevée. Tu penses que maman lui a fait quelque chose? Je ne sais pas. Peut-être. Maman a toujours dit que papa t'aimait le plus, mais et si? Elle s'est arrêtée brusquement alors que la porte s'ouvrait en grand. Maman se tenait là, l'expression agréable mais les yeux froids comme l'hiver. De quoi chuchotez-vous toutes les deux? On rattrapait juste le temps perdu, ai-je menti doucement. Marne me parlait de son travail à l'hôpital. Comme c'est gentil. Son regard s'est attardé sur le visage de Marne, notant les larmes qui menaçaient de couler. Ma chérie, voudrais-tu m'aider à préparer le déjeuner? J'organise une petite réunion de pardon. Nous tous ensemble, pour mettre le passé derrière nous. Marne m'a lancé un regard d'avertissement avant de suivre maman hors de la pièce. J'ai attendu qu'elle soit partie, puis je me suis glissé dans le jardin. Les rosiers blancs se dressaient dans le coin le plus éloigné, intacts au milieu du paysage modernisé. Je me suis agenouillé à côté d'eux, ignorant la boue qui tachait mon jean, et j'ai commencé à creuser avec une petite truelle que j'avais prise dans le garage. À 15 centimètres de profondeur, mon outil a heurté quelque chose de métallique, une petite boîte en fer blanc, rouillée sur les bords. À l'intérieur se trouvait une pochette étanche contenant une microcassette, un minuscule enregistreur, et une note de l'écriture de mon père, la preuve finale. 12 mai 2018. 3 jours avant sa mort. J'ai tout empoché et j'ai soigneusement replacé la terre, arrangeant les rosiers pour cacher toute trace de perturbation. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte et inséré la cassette dans l'enregistreur. La voix de mon père, faible mais déterminée, a rempli la pièce. Ceci sera mon dernier enregistrement. Céleste m'empoisonne depuis des mois. J'ai recueilli des échantillons, documenté les symptômes, vérifié avec un médecin indépendant. Les niveaux de digoxine dans mon système sont compatibles avec une exposition à long terme. J'ai changé mon testament pour protéger Rachel après mon départ. S'il m'arrive quelque chose, cette cassette doit aller directement à la police. Une pause, puis, il y a autre chose, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Notre première fille, Elisabeth, n'est pas morte du syndrome de la mort subite du nourrisson. Je suis rentré tôt ce jour-là et j'ai trouvé. La cassette s'est coupée brusquement. J'ai vérifié frénétiquement l'enregistreur, mais le reste de la cassette avait été endommagé par l'eau ou le temps. La révélation la plus cruciale, perdue.
J'étais tellement absorbé par ma frustration que j'ai failli manquer le son de quelqu'un essayant la poignée de ma porte. Elle était verrouillée, heureusement. Des pas légers se sont retirés dans le couloir. Ce soir-là, le « déjeuner du pardon » de maman était dressé dans la salle à manger formelle. La table brillait d'argenterie et de cristal, des fleurs fraîches arrangées au centre. Marne était assise raidement sur sa chaise tandis que Royce était notablement absent. « Où est Royce ?» ai-je demandé alors que maman apportait un plat de poulet rôti. « Appelé pour affaires » a-t-elle répondu doucement. Quel dommage. Il manquera notre petite réconciliation familiale. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. J'ai envoyé un SMS à Royce sous la table, « Où es-tu ? Tout va bien ?» Pas de réponse. Tout au long du déjeuner, maman s'est remémorée avec nostalgie des souvenirs de famille, dont la plupart semblaient fabriqués. Elle a décrit des vacances que nous n'avions jamais prises, des traditions que nous n'avions jamais eues. C'était comme si elle créait une histoire alternative où nous avions été une famille normale et aimante. « Tu te souviens de cet été à Cap Cod ?» a-t-elle demandé en remplissant les verres de vin. « Quand Rachel a attrapé cet énorme poisson ? Comme ton père était fier. » Nous n'étions jamais allés à Cap Cod. Papa avait peur de l'océan. Et à Noël, quand vous les filles avez joué cette adorable pièce pour les voisins. Pas de pièce, pas de rassemblement de quartier. Elle construisait une fiction, une performance. Mais pour qui ? Juste pour nous ? Ou posait-elle les bases pour autre chose ? Au milieu de son toast sur les liens familiaux qui ne peuvent jamais être brisés, elle a glissé, mentionnant une conversation que j'avais eue en privé avec Elliot la veille, quelque chose qu'elle n'aurait pas pu savoir à moins d'avoir écouté. Le repas s'est terminé avec maman suggérant que nous restions tous quelques jours de plus pour une guérison familiale. Elle a insisté, son regard s'attardant trop longtemps sur moi. Il y a encore tant de choses à discuter à propos de la succession. Après le déjeuner, j'ai cherché Royce. Sa voiture était partie, sa chambre intacte depuis le matin. Son téléphone allait directement à la messagerie vocale. Un nœud de terreur s'est formé dans mon estomac. J'examinais à nouveau le bureau de papa quand j'ai remarqué une légère décoloration sur un panneau de bois, plus récent que le reste. En appuyant dessus, j'ai révélé un compartiment caché contenant une pile de mini-cassettes étiquetées avec des dates s'étalant sur plusieurs années et un petit enregistreur identique à celui que j'avais trouvé dans le jardin. J'ai joué la cassette la plus récente. La voix de papa, plus forte que sur la cassette du jardin, a rempli la pièce. 2 mars 2018. Céleste m'a menacé aujourd'hui. A dit que si je ne changeais pas le testament, il y aurait des conséquences. Je crains pour Rachel. J'ai arrangé pour qu'elle reçoive une bourse à Londres après son diplôme. Plus elle sera loin de Céleste, plus elle sera en sécurité. Cela expliquait l'opportunité inattendue à l'étranger qui avait lancé ma carrière, celle que maman avait désespérément essayé de me dissuader de prendre. Une autre cassette, datée d'avant, 15 janvier 2018. Le docteur Pearson a refusé de faire les tests que j'ai demandés. Prétend que mes symptômes sont liés à l'âge. Je l'ai surpris avec Céleste dans ce qui semblait être une conversation intime à l'hôpital. Je soupçonne qu'ils sont impliqués, possiblement en train de conspirer. La plus ancienne cassette contenait la révélation la plus glaçante, 4 juin 1996. J'ai trouvé de vieux dossiers d'hôpital en cherchant le certificat de naissance d'Elisabeth. Aucune autopsie n'a été pratiquée. Le frère de Céleste a signé le certificat de décès. Il était médecin légiste à l'époque. La cause officielle était le syndrome de la mort subite du nourrisson, mais Elisabeth était en parfaite santé. Je commence à soupçonner quelque chose d'impensable. Un bruit soudain dans le couloir m'a fait sursauter. J'ai rapidement replacé les cassettes et fermé le panneau, le cœur battant. Quelques secondes plus tard, maman est apparue dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle demandé, la voix dangereusement douce. Juste en train de me remémorer, ai-je répondu, désignant une photo de famille sur l'étagère. Papa adorait cette pièce. Ses yeux se sont plissés, scrutant les preuves de mon véritable objectif. N'en trouvant aucune, elle s'est légèrement détendue. Le dîner est à 7 heures. Ne sois pas en retard. Après son départ, j'ai continué à chercher dans la maison un signe de Royce. Dans le garage, j'ai trouvé un téléphone portable coincé entre les sièges de la voiture de maman, l'écran fissuré, la batterie presque morte. Un message texte à moitié tapé brillait à l'écran, j'en savais trop. Sors d'ici, le message n'a jamais été terminé. Cette nuit-là,
j'ai appelé la détective Sienna, ne voulant plus attendre les 72 heures complètes. Il est arrivé quelque chose à mon beau-frère, ai-je expliqué. Et j'ai trouvé des enregistrements de mon père discutant de l'empoisonnement. Je serai là demain à la première heure, a-t-elle promis. Ne confrontez pas votre mère. Ne laissez pas transparaître que vous savez quoi que ce soit. Mais le lendemain matin, avant que la détective Sienna ne puisse arriver, j'ai découvert que maman était partie tôt pour une journée spa avec des amis. Marne était partie aussi, une notative sur le comptoir prétextant une urgence professionnelle. J'étais seul dans la maison. Le moment parfait pour chercher Royce, ou son corps. Le sous-sol était l'endroit évident où chercher. Je l'avais évité jusqu'à présent, les peurs d'enfance persistant encore. Les vieux escaliers en bois craquaient alors que je descendais, une lampe de poche à la main. L'espace était étonnamment propre et organisé, pas de toile d'araignée ni de poussière, juste des boîtes de rangement soigneusement étiquetées et un nouveau congélateur coffre bourdonnant dans le coin. Le congélateur. Mon estomac s'est noué. Les mains tremblantes, je m'en suis approché, m'attendant à moitié à trouver les restes gelés de Royce. À l'intérieur, il ne contenait que des aliments surgelés normaux et plusieurs récipients en plastique non étiquetés. Le soulagement m'a envahi, suivi rapidement par la confusion. Où était-il? Un éclat métallique a attiré mon œil. Une petite clé était tombée derrière le congélateur. Je l'ai repêchée, examinant sa forme inhabituelle. Pas une clé de porte, quelque chose de plus petit. De retour à l'étage, je l'ai essayé sur la pièce de rangement verrouillée de mon ancienne chambre. La clé ne rentrait pas. Mais quand j'ai examiné le nouveau coffre-fort dans le bureau de papa, la clé s'y est glissée parfaitement. À l'intérieur se trouvaient des documents bancaires pour un compte au Panama lié à des sociétés écrans, avec des millions entrants et sortants. Les relevés révélaient des dépôts réguliers d'un fonds de donation pour la fausse maladie en phase terminale de maman et des retraits vers des comptes offshore sous divers noms. Il ne s'agissait pas seulement de la succession de papa, maman gérait une opération de fraude complexe depuis des années. J'étais en train de photographier les documents quand la porte d'entrée a claqué. Des pas se sont approchés rapidement. J'ai à peine eu le temps de fermer le coffre-fort et d'empocher la clé avant que Marne ne fasse irruption dans la pièce, le visage cendré. « Tu dois partir », a-t-elle sifflé. « Maintenant. » Maman sait tout. De quoi tu parles? Il y avait un lapin mort sur mon lit ce matin avec un mot, la famille d'abord. C'est son avertissement. Pour moi et pour toi. Elle sait que tu as trouvé les cassettes. Elle sait que tu es allé à la police. Comment pourrait-elle? Elle a des caméras partout. Depuis des années. Et la détective Sienna vient d'appeler sur le téléphone de la maison en te demandant. Maman a répondu. Mon sang se glaça. Où est maman maintenant? Juste ici, est venue une voix de l'embrasure de la porte. Maman se tenait là, impeccablement habillée comme toujours, son sourire agréable. Dans sa main se trouvait un petit revolver. Asseyez-vous, les filles. Nous devons avoir une réunion de famille. La salle d'audience était silencieuse alors que je témoignais à la barre, le poids d'une centaine de regards pesant sur moi. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette confrontation finale à la maison, pourtant le souvenir restait d'une netteté saisissante. Mademoiselle Woodward, commença le procureur, veuillez dire à la cour ce qui s'est passé l'après-midi du 18 mai. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la salle d'audience où maman, Céleste, était assise à côté de son avocat de la défense, son expression impassible, presque ennuyée. Elle portait un tailleur bleu marine conservateur, des boucles d'oreilles en perles, l'image parfaite d'une femme âgée respectable, pas quelqu'un qui empoisonnerait son mari, tenterait d'assassiner sa fille, ou tiendrait ses propres enfants en joue. Ma mère avait découvert que j'avais trouvé des preuves de ces crimes, ai-je commencé. Elle nous a confrontés, ma sœur et moi, dans le bureau de mon père. Elle avait un revolver. Que s'est-il passé ensuite? Elle nous a dit de nous asseoir, que nous devions avoir une réunion de famille. Elle était étrangement calme, comme si tenir ses filles en joue était un événement parfaitement normal. Le souvenir se déroulait comme une séquence de film. Vous les filles, vous avez été très vilaines, avait dit maman, faisant un geste avec le pistolet. Déterrer le passé, porter des accusations. Ce n'est pas une accusation si c'est vrai, avais-je répondu, essayant de me positionner entre elle et Marne. Nous savons ce que tu as fait à papa. À Elisabeth. Son sourire avait vacillé à la mention d'Elisabeth. Tu ne sais rien sur Elisabeth. J'en sais assez.
Papa soupçonnait que tu lui avais fait quelque chose. C'est dans ses cassettes. Lewis était confus à la fin. Paranoïaque. Parce que tu l'empoisonnais, avait interjeté Marne, trouvant son courage. Tout comme tu as essayé d'empoisonner Rachel. Quelle imagination, avait soupiré maman de façon dramatique. C'est pour ça que nous allons avoir une gentille réunion de famille, pour tout éclaircir. Mais d'abord. Le bruit de verre brisé l'avait interrompu, ai-je continué dans la salle d'audience. Quelqu'un s'introduisant par la fenêtre de la cuisine. Maman s'était retournée, momentanément distraite. J'avais bondi sur le pistolet, et dans la lutte, il était parti. La balle avait touché le plafond. La détective Sienna et 2 officiers étaient entrés en courant. Ils avaient tout entendu via la ligne téléphonique ouverte. Et qu'est-il arrivé à votre beau-frère, Royce Bennett? Il a été retrouvé plus tard ce jour-là au fond d'un ravin à environ 5 km de notre maison. Il avait été battu et laissé pour mort, mais il a survécu. L'avocat de maman a objecté, prétendant que c'était de la spéculation sur qui avait blessé Royce. Le juge a retenu l'objection, mais le mal était fait. Le jury avait entendu. Pendant la confrontation, votre mère a-t-elle dit quelque chose sur l'empoisonnement de votre père? Oui. Quand la détective Sienna lui a demandé directement à propos de la digoxine trouvée dans mon échantillon de nourriture et dans les vieux flacons de médicaments de papa, maman a dit, Lewis était faible. Il allait ruiner tout ce que nous avions construit. De l'autre côté de la salle d'audience, l'avocat de maman griffonnait furieusement. Il était bon, l'un des meilleurs avocats de la défense pénale de l'État. Il m'avait dépeinte comme délirante, avide et jalouse tout au long du procès. Votre père a bien été diagnostiqué avec une maladie cardiaque, n'est-ce pas, a-t-il demandé lors du contre-interrogatoire. Oui, après des mois de symptômes inexpliqués. Et le médecin qui a posé le diagnostic était le docteur James Pearson, un cardiologue respecté. Un médecin qui avait une liaison avec ma mère. L'avocat a souri avec condescendance. C'est une sacrée accusation, mademoiselle Woodward. Avez-vous une preuve de cette prétendue liaison? Les images de surveillance que mon père a enregistrées les montrent ensemble à plusieurs reprises. Elles ont été versées au dossier. Des images de 2 adultes qui parlent ne sont guère une preuve d'une liaison ou d'une conspiration. Les images montrent aussi ma mère ajoutant une substance non identifiée aux médicaments de mon père. Il a pivoté en douceur. Vous avez eu des problèmes de santé mentale par le passé, n'est-ce pas, mademoiselle Woodward? Anxiété? Paranoïa? Objection, a appelé le procureur. La pertinence concerne la fiabilité du témoin, votre honneur, a contré la défense. Je l'autorise, mais allez-y doucement, a averti le juge. L'avocat de la défense a souri. Mademoiselle Woodward, n'est-il pas vrai que vous avez déjà eu des pensées paranoïaques? Que pendant l'université, vous croyez que quelqu'un vous en voulait? Je croyais que quelqu'un me suivait pendant ma 2e année parce que c'était le cas. Un harceleur, qui a ensuite été arrêté et condamné. Son sourire a légèrement vacillé. Et ces enregistrements que vous prétendez que votre père a fait, pratique qu'ils soient apparus juste au moment où vous aviez besoin de preuves, n'est-ce pas? Mon père les a cachés pour les protéger de ma mère. Tout comme il a essayé de me protéger en m'envoyant à l'étranger après l'université. Ou peut-être avez-vous créé ces enregistrements pour garantir l'héritage que vous estimiez vous être dû? Avant que je puisse répondre, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes en grand. Un Royce débraillé est entré, marchant avec une canne, son visage portant encore les cicatrices de son épreuve. Bien qu'il ne soit pas prévu qu'il témoigne avant le lendemain, le juge lui a permis de prendre la parole après une brève suspension. Le témoignage de Royce a été dévastateur. Il a décrit l'installation de la surveillance à la demande de Lewis, la découverte des images après sa mort, et ses années à surveiller Céleste. Il a détaillé l'agression qu'il avait laissée pour mort, identifiant son agresseur comme un homme qu'il avait vu rencontrer Céleste plusieurs fois. Elle m'a dit que Jean savait trop, a-t-il dit, sa voix stable malgré sa douleur évidente. Que j'avais le choix, l'aider à éliminer Rachel ou rejoindre Lewis. La salle d'audience a explosé à ces mots, obligeant le juge à ramener l'ordre. Une fois le calme revenu, le procureur a présenté sa dernière preuve, une bombe qui a réduit au silence même les observateurs les plus sceptiques. Votre honneur, nous avons localisé Elizabeth Woodward. Des halètements ont rempli la salle d'audience. Le sang-froid de maman a finalement craqué, son visage se vidant de sa couleur. Elizabeth Woodward, la première fille de l'accusé,
n'est pas morte du syndrome de la mort subite du nourrisson comme rapporté. Elle a été placée en adoption après avoir survécu à une tentative apparente sur sa vie. L'adoption a été arrangée secrètement par Lewis Woodward pour protéger l'enfant de sa mère. Elizabeth, maintenant Anna Keller, une enseignante de 34 ans de l'Oregon, a été retrouvée grâce à des sites de généalogie par ADN. Elle n'avait jamais su qu'elle était adoptée jusqu'à ce que les enquêteurs la contactent. Les dossiers médicaux de sa petite enfance montraient des symptômes compatibles avec un empoisonnement à la digoxine, la même substance utilisée sur Lewis et moi. Alors que cette révélation s'installait sur la salle d'audience, j'ai sorti la dernière pièce à conviction de ma poche, la lettre de mon père, que j'avais été autorisé à lire à voix haute. S'il m'arrive quelque chose, ai-je lu, la voix brisée, sache que j'ai essayé de protéger mes 2 filles. Je n'ai pas pu sauver notre famille, mais peut-être que la vérité peut empêcher plus de mal. La maladie de Céleste n'est pas une maladie qui peut être guérie, seulement contenue. Sois vigilante. Sois en sécurité. Je t'aime pour toujours. En finissant de lire, j'ai regardé directement maman pour la première fois depuis le début du procès. Son masque est complètement tombé. La froideur dans ses yeux, la haine, tout était là pour que tout le monde le voie. Le jury a délibéré pendant seulement 4 heures avant de rendre son verdict, coupable sur tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre, fraude, conspiration, obstruction à la justice, et, sur la base des nouvelles preuves concernant Elizabeth, tentative de meurtre sur un enfant. Alors que l'huissier de justice l'emmenait, maman s'est tournée pour me regarder une dernière fois. Aucun remords, aucune honte, juste une promesse glaçante de représailles dans ses yeux. Même dans la défaite, elle restait dangereuse. Le marteau du juge est tombé. Le cauchemar était terminé, mais son ombre resterait encore longtemps. 1 an plus tard, je me tenais pour la dernière fois dans la maison vide de l'avenue Oakwood. Les pièces résonnaient de souvenirs, à la fois ceux fabriqués de mon enfance et les révélations horribles des derniers mois. Maman purgeait 3 peines de réclusion à perpétuité consécutive sans possibilité de libération conditionnelle. Les preuves avaient été trop accablantes pour que même le meilleur avocat de la défense puisse les surmonter. Les accusations de fraude seules l'auraient mise à l'ombre pendant des décennies, les tentatives de meurtre ont scellé son sort. La maison était restée en suspens pendant le procès et les appels, mais maintenant elle était officiellement à moi. À moi de la vendre, à moi de la laisser derrière moi. J'ai parcouru lentement chaque pièce, disant adieu à l'espace mais pas à la douleur qu'il représentait. Dans le bureau, le sanctuaire de papa, j'ai passé mes doigts sur les étagères qu'il avait construites lui-même, le panneau caché qui avait dissimulé ses tentatives désespérées de documenter la vérité. Dehors, le jardin de papa avait été partiellement restauré. J'avais engagé un paysagiste pour le recréer à partir de vieilles photographies, un petit hommage à l'homme qui avait essayé de nous protéger tous. Les rosiers blancs fleurissaient brillamment sous le soleil d'été. Je me suis agenouillé à côté d'eux, creusant une dernière fois dans la terre meuble. Cette fois, je ne cherchais pas. Je laissais quelque chose derrière moi, un petit pendentif que j'avais fait faire, gravé avec les mots de l'original que papa avait enterré, pour celle qui sait. Un rappel que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait finalement été déterrée. Mes séances de thérapie hebdomadaires étaient devenues une bouée de sauvetage au cours de l'année écoulée. Le docteur Marshall était spécialisé dans le traumatisme et la trahison familiale, 2 domaines dans lesquels j'étais maintenant une experte involontaire. L'anxiété ne disparaîtra peut-être jamais complètement, m'a-t-elle dit lors de notre dernière séance. C'est normal après ce que vous avez vécu. Le but n'est pas d'effacer le passé mais de l'empêcher de contrôler votre avenir. Plus facile à dire qu'à faire. Je vérifiais encore ma nourriture et mes boissons, j'enregistrais encore les conversations lors de nouvelles rencontres, je me réveillais encore en sursaut de cauchemars dans lesquels maman se tenait au-dessus de mon lit, un jus d'orange à la main, ce même sourire froid sur son visage. La confiance était difficile maintenant, sauf avec Marne. Ma demi-sœur m'avait le plus surprise de tous. Après que son témoignage eût aidé à condamner notre mère, elle avait déménagé à Seattle, aussi loin que possible de sa ville natale tout en restant sur la même côte. Elle avait pris un nouveau départ, nouveau travail, nouveaux amis, même un nouveau groupe de thérapie spécialisé dans les enfants de sociopathes. Nous nous parlions chaque semaine maintenant. Le traumatisme partagé avait forgé un lien que notre rivalité d'enfance n'avait jamais permis. Le mois dernier, elle avait appelé avec une nouvelle inattendue, elle était enceinte. Je suis terrifié, avait-elle admis. Et si je suis comme elle? Et si c'est génétique? Ça ne l'est pas, l'avais-je assuré. Maman a choisi d'être qui elle était.
Nous avons choisi différemment. J'espérais avoir raison. Royce avait trouvé son propre chemin vers la guérison. Après s'être remis de ses blessures, il avait lancé une organisation à but non lucratif au nom de Papa, dédiée à aider les victimes de manipulations domestiques et d'empoisonnement. Il était devenu un allié inattendu dans la foulée, gérant les demandes de la presse et repoussant les amateurs de crimes réels qui voulaient des interviews. « Ton père m'a sauvé la vie », m'a-t-il dit après le procès. Pas seulement en me donnant un travail quand j'en avais besoin, mais en me montrant ce qu'est la véritable intégrité. Je lui dois ça. Alors que je traversais la maison une dernière fois, je me suis arrêté à la boîte aux lettres. Elle contenait l'assortiment habituel de prospectus mais aussi une enveloppe familière, issue de la prison. Maman m'écrivait chaque mois sans faute. Chaque lettre arrivait avec la même écriture précise sur l'enveloppe, le même numéro de détenu dans le coin. Je ne les ouvrais jamais, mais je les gardais toutes, enfermées dans un coffre-fort ignifuge dans mon appartement. Des preuves, au cas où ces mots contiendraient un jour des menaces ou des aveux qui pourraient être nécessaires plus tard. Ou peut-être que je les gardais comme des rappels de ce qui pouvait arriver quand la malveillance se déguisait en amour. Dans ma cuisine ce soir-là, je me suis versé un verre de jus d'orange, quelque chose que j'avais évité pendant des mois après l'incident. Je l'ai levé dans un toast solitaire à l'anniversaire de la mort de Papa. À la vérité, ai-je murmuré, et au fait d'être enfin libre. Le jus était doux, sans arrière-goût métallique, parce que cette fois, c'est moi qui l'avais versé. La maison s'est vendue rapidement malgré son histoire notoire. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec des jumeaux en bas âge, prévoyaient de rénover en profondeur. Bien. Qu'ils créent de nouveaux souvenirs, non souillés par ce qui s'était passé entre ces murs. La majeure partie de la succession, près de 30 millions après impôts, a servi à créer une fondation. La fondation Lewis Woodward financerait des bourses d'études et des programmes de sensibilisation à la santé mentale, en se concentrant particulièrement sur les enfants issus de foyers où la violence est cachée. Le premier bénéficiaire du soutien de la fondation fut une étude de recherche examinant les effets à long terme de la manipulation psychologique sur les systèmes familiaux. Si nous ne pouvions pas effacer le passé, au moins nous pouvions l'utiliser pour aider les autres. Je n'ai gardé que suffisamment d'argent pour acheter une modeste maison et investir pour ma retraite. La richesse n'avait jamais été mon objectif, et maintenant elle portait trop d'associations avec la cupidité de maman et la mort de papa. Elisabeth, toujours Anna dans sa vie quotidienne, avait décliné toute implication dans la fondation mais avait accepté mon invitation à nous rencontrer. Nous avions pris un café une fois, deux étrangères liées par le sang et séparées par les circonstances. Ses parents adoptifs lui avaient donné une enfance aimante et normale, tout ce que papa avait espéré en organisant sa fuite. Te demandes-tu parfois qui tu aurais été si tu étais resté, lui avais-je demandé. Elle y avait réfléchi, ses yeux, si semblables à ceux de papa, pensifs. Parfois. Mais ensuite je regarde ce qui t'est arrivé, et je pense que papa m'a sauvé la vie 2 fois, une fois bébé et une fois en me donnant un chemin différent. Elle avait raison, bien sûr. Papa avait fait de son mieux pour nous protéger toutes les deux. Il avait réussi avec elle. Avec moi, il avait essayé, la bourse à l'étranger, la lettre d'avertissement, les preuves qu'il avait rassemblées. Finalement, cela avait été suffisant, mais de justesse. Alors que je m'éloignais de la maison de l'avenue Oakwood pour la dernière fois, j'ai entendu la voix de papa dans ma mémoire, aussi claire que s'il était assis à côté de moi, ne bois jamais ce que quelqu'un d'autre te verse, à moins de connaître son cœur. Des paroles sages, non seulement sur le jus empoisonné, mais sur la vie elle-même. Sur les personnes toxiques qui pouvaient sembler si normales en surface. Sur l'importance de voir clairement, même quand la vérité fait mal. Je ne boirai plus aveuglément ni boisson, ni relation, ni explication facile. Le prix d'une telle confiance avait été trop élevé. La route devant moi s'étendait, ouverte et inconnue. Pour la première fois depuis des années, cette incertitude ressemblait à de la liberté plutôt qu'à une menace. J'ai monté le volume de la radio et j'ai roulé vers l'avenir, laissant derrière moi la maison des secrets. Certains fantômes me suivraient toujours, mais maintenant, au moins, je pouvais les nommer. Et en les nommant, commencer à desserrer leur emprise. Que feriez-vous si la personne qui vous a donné la vie complotait votre mort? Si cette histoire vous a fait regarder vos photos de famille à 2 fois, mettez un j'aime et abonnez-vous pour plus de récits où la confiance devient le luxe ultime.